Alors je commence une vidéo avec ces jolies images de fleurs mellifères, facélies, moutarde blanche, qui attirent de plus en plus les abeilles. Aujourd'hui on va parler de votre jardin. Comment porter une réflexion sur votre jardin, votre microcosmos, dans un omnivers. Vous allez comprendre. Certains d'entre vous sont certainement en train de se poser la question, pourquoi ils nous parlent de tout ça? Eh bien, je vais faire simple, je parle de tout ça parce que tous ces éléments autour de chez moi vont avoir une influence directe ou indirecte sur ce qui va se passer dans mon jardin, dans votre jardin. Donc il faut prendre en compte le relief où on se situe, l'ensoleillement dont on dispose, la région par rapport à une région du sud ou du nord. On n'a pas tout à fait le même volume d'eau qui tombe chaque année. Donc voilà, c'est toute une série de paramètres à prendre en compte. On est le samedi 9 mai 2020. J'ai déjà 2 fleurs mâles sur mes courgettes. Mais on n'est pas là pour parler de ça, plutôt des raisons pour lesquelles mon jardin a ce design-là et pas un autre. Alors je vais commencer par les 3 parcelles qu'il y a là-bas. Ce sont 3 nouvelles parcelles qu'on a installées très récemment. Je les ai installées nord-sud. Pourquoi? J'ai la maison qui fait de l'ombre et le soleil vient progressivement. Donc chaque planche de culture sera éclairée uniformément. Et non pas la moitié d'une parcelle et le reste en courant de journée. Les autres parcelles qui, elles, ont c'est la 3e année, donc elles ont 2 ans, elles vont démarrer leur 3e saison. Elles sont dirigées est-ouest, parce que là, c'est vraiment là où j'ai un ensoleillement maximum. Voilà. Malheureusement, nous ne sommes pas propriétaires actuellement, donc nous n'avons pas la possibilité de planter des arbres. Sinon, je pense qu'on aurait pu éventuellement faire quelque chose de sympa. La première chose que j'ai constatée quand je suis arrivé ici, c'est que le sol avait l'air d'être très compliqué. J'ai discuté un peu avec les voisins.
parce que très rapidement, vu qu'on venait de prendre une maison, on s'est dit il faut qu'on ait un petit bout de jardin pour nous, pour les enfants. Et dans cette envie d'avoir un jardin, on s'est un peu renseigné auprès des voisins qui jardinaient déjà, comment ça se passait dans le coin. Et tout le monde est unanime, le sol est relativement compliqué. On a un agriculteur qui est notre voisin à quelques centaines de mètres de chez nous. Et même lui nous dit c'est pas évident tous les ans. Et en plus ici on a beaucoup de vent, c'est très sec. Je me suis rapidement concentré sur les méthodes de culture qu'on allait pratiquer. Donc je me suis référé à ce que je connaissais. Du coup, un petit peu ma maman qui faisait du jardin et des connaissances directes, ma grand-mère qui faisait un petit peu de jardin. Mais disons que dans mon entourage, j'ai pas pu côtoyer ou grandir avec des jardiniers. Par conséquent, voilà, mes connaissances étaient assez limitées, donc j'ai beaucoup lu, regardé des vidéos et essayer d'échanger un maximum avec tout type de jardinier pour m'intéresser un peu à des méthodes de culture qui seraient adaptées à mon environnement et à tout ce qui m'entoure, qui pourrait influer directement sur mon jardin. Voilà, c'était la première réflexion que je me suis posée. Quand j'ai commencé à parler de jardin naturel, là ça a été le drame. Je crois que j'ai entendu et vu beaucoup de choses. Et du coup, un peu comme tous les débutants, je me suis senti un petit peu perdu dans ce flot d'informations qui sont liées, qui se contredisent. Alors du coup, j'ai dit je vais prendre en compte quand même tout ce que moi je connais. Je vais essayer de faire preuve de logique et on verra en étant un amateur, un amoureux de la nature. Un autre facteur important, et pas des moindres, un amoureux de la nature, certes, mais aussi produire des légumes. L'idée était de produire des légumes dont je connaisse la provenance et l'élevage, si on peut se permettre l'expression. Ici, on a la parcelle où tout a commencé. Au départ, j'ai voulu mettre le jardin là où ça m'arrangeait. Ce qui forcément n'a pas été forcément une très bonne idée. Pour certains légumes et pour d'autres, comme on peut voir là les petits pois, c'est plutôt sympathique. Et là encore des fleurs mellifères pour attirer les pollinisateurs dans le jardin. J'essaie vraiment de réfléchir. Ici, cette parcelle-là, à partir de 15h, en gros, on a l'ombre qui vient se déposer sur le jardin. Donc là, j'ai essayé de maximiser les chances de réussite en sélectionnant des légumes qui apprécieront avoir le soleil dès le matin. On verra si j'ai fait le bon choix. Là-bas, il y a des poivrons, des aubergines, des tomates que je laisse pousser à l'état naturel, directement dans le sol. Là, on a des choux de Bruxelles qui vont rester là jusqu'à l'année prochaine, peut-être quasiment à la même date. Ici, des haricots que j'ai semés un peu tôt, mais bon, ils se développent tranquillement. Ici, il y a des navets avec encore une petite série de fleurs mellifères. Petits pois. Les aliacées. Ici, on peut voir des Christophines. Ici, ça fait des petites boules. C'est les haricots écossais qui commencent à sortir. Et
réflexion a été portée sur le fait d'avoir de la biodiversité et un sol couvert. J'en suis arrivé à cette conclusion parce que les strates les plus développées, il y a des radis aussi là. Enfin, ce qui est le plus développé, c'est une forêt. Une forêt, elle est toujours couverte. Donc, du coup, ça, c'est quelque chose dont j'ai été convaincu immédiatement. Je vais essayer de continuer avec le vent qui se lève de plus en plus. Alors, rapidement, pour faire le tri, la culture sur but, j'en ai pas fait le choix pour une simple et bonne raison. Justement, c'est à cause du vent. Il y a plusieurs vidéos que j'ai vues et des retours de personnes qui se sont lancées dans la fastidieuse fabrication de buts, parce qu'il faut le dire que ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Le fait d'avoir des buts, on a la partie haute des buts qui est relativement sèche et un peu plus humide sur le bas. Et quand on a beaucoup de vent, comme par chez nous, et ça peut vite devenir un problème, parce que du coup ça assèche un peu plus vite les buts. Du fait qu'on est sur un rocher, à certains endroits on a la roche qui doit être à peu près à 30 cm. Alors forcément ça c'est aussi un facteur à prendre en compte. Plus proche du côté du chemin qui est là-bas, on a des roches qu'on voit directement dans le chemin. Je vais vous montrer. Comme quoi, juste à côté de chez nous, on peut avoir des paramètres à prendre en compte. Donc là, on voit la roche là. Est-ce qu'on le voit bien? Je pense pas. Là, voilà. Du coup, ces gros rochers, le long du mur, on a pris la décision de rehausser. Et en fait, on crée une strate avec du carbone, de l'azote. On crée quasiment artificiellement un sol, en quelque sorte, parce que sinon, c'est un sol où il n'y a rien. Donc voilà, on essaie de favoriser ça. Et donc là, actuellement, on a choisi de faire le frais tout le long du mur. Elle a l'air d'apprécier. Alors, par exemple, le choix qui a été fait, c'est que les fraises ont le soleil quasiment toute la journée. Elles le supportent bien. Et en même temps, le mur se réchauffe. Donc les nuits où il fait un peu plus frais, c'est pour ça qu'on voit les fraisiers sont un peu plus gros peut-être par rapport au fait que le mur rentre de la chaleur dans la durée dans la nuit. Et du coup, voilà, l'idée c'est de... Et là, il y a une rhubarbe qui avait été arrachée et il y a un bout de racine qui a dû rester. Elle a poussé. Comme elle a décidé de pousser là, on la laisse là. Voilà. Après ça, c'est aussi un choix de jardinier. C'est de savoir est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on retire. C'est un choix personnel. On a décidé de pousser là, en harmonie avec les fraises. Alors, on verra la suite des événements. Comment ça va se passer. Voilà. Dans l'idée de production de légumes, je me suis intéressé déjà tout simplement à qu'est-ce qu'on mange à la maison. Qu'est-ce qu'on mange en général à la maison? Qu'est-ce que j'aime manger? Qu'est-ce que j'ai envie de faire découvrir à mes enfants? Que cela soit gustativement parlant, ou des fleurs, ou d'autres légumes qu'ils ne connaissent pas forcément. Je vais leur montrer des jolies choses, des insectes. Voilà, là on voit un joli pied d'artichaut. Alors tout simplement, j'ai apporté de la matière organique, un peu de compost, beaucoup de paillage. J'ai essayé d'apporter un maximum de carbone. Alors je sais que forcément ça aura une incidence, et ainsi de suite. Il y a des études sympas qu'on peut trouver sur le net qui expliquent tout ça très bien. Il y a des agronomes qui font diverses vidéos. Pour faire simple, ce que j'ai retenu, le mieux déjà c'est d'avoir un sol couvert qui garde un peu l'humidité. Chez moi, entre le vent et le soleil, j'ai fait le choix d'avoir un paillage assez épais.
le fait d'apporter de la matière carbonée, elle se minéralise, ça nourrit le sol à long terme. Je remarque que sur une parcelle que j'ai commencé quasiment neutre, il n'y avait aucun ver de terre. La première année, il y en a eu de plus en plus. Et maintenant, on a un rapport de ver de terre très intéressant. À savoir, alors ça c'est un choix personnel aussi, à savoir que nous avons, ma femme participe aussi un petit peu au jardin, quand même, faut le dire, je suis pas tout seul à faire tout ça. On n'a jamais traité en 4 ans, je crois qu'une seule et unique fois j'ai dû mettre de la bouillie bordelaise, et encore je l'ai fait, je le referai pas en fait, je le referai pas. On traite absolument pas, ça c'est un choix. J'essaie juste d'avoir beaucoup de biodiversité. Je parle de biodiversité parce que ça m'attire forcément des insectes pas sympas, et puis ça m'attire aussi les auxiliaires. Alors le fait d'avoir des plantations un peu diverses de partout, ça me permet d'attirer tout un tas d'insectes différents sur des plantes différentes. Alors j'ai essayé multiples associations, je regarde un petit peu ce qu'on peut trouver, j'expérimente. De toute façon, avant d'arriver à un constat, je pense qu'il va me falloir encore un petit peu de travail. Pour ceux qui se posent la question, bête, mais il y en a qui vont se la poser, pourquoi des planches de culture droites? Manque de place, les allées sont très étroites, c'est pas forcément pratique de se déplacer dans des allées étroites, mais on y arrive. Du coup, pour jongler entre les pucerons, les alstices, les limaces, alors pareil, on a beaucoup de gens qui ont plein de remèdes miracles avec la limace. Il y en a qui mettent des granulés bleus, il y en a qui mettent des coquilles d'œufs. On entend parler de marc de café, de savon noir. Alors pour ma part, j'ai fait d'autres choix. Après c'est pareil, c'est un choix personnel. Par exemple, ici, je vais prendre un exemple concret. Ce que je voulais privilégier, c'est la culture du maïs. Ça, c'est une petite surprise. Un maïs un peu spécial que j'ai trouvé fort sympathique. Et j'ai semé avec un surplus de graines de tournesol. Parce que je sais que les graines de tournesol germent beaucoup plus vite. Et en fait, j'ai voulu les utiliser, et je les ai utilisées à ces fins, comme plantes martyrs pour les limaces, pour qu'elles s'intéressent à ces plantes-là. Donc j'ai cultivé des tournesols et j'ai gardé beaucoup de graines que j'ai données gracieusement aux oiseaux pour qu'ils viennent m'aider au jardin. Et en même temps, je les utilise aussi à des fins de plantes martyrs, tout simplement. Donc là, vous avez vraiment du concret à ce sujet-là. Et finalement, il y en a qui ont pas mal survécu et qui se portent plutôt bien. Actuellement, je ne vois pas de problème particulier entre ces deux plantes. Elles vont grandir toutes les deux, et puis on verra bien comment ça va se passer. Un paramètre supplémentaire pour plus ou moins finir cette première vidéo qui va être suivie par d'autres pour avoir un suivi du jardin et peut-être étoffer un peu plus mon argumentation sur les choix que j'ai fait au jardin, dans mon jardin. Voilà, je fais des associations de légumes. Donc, par exemple, là on m'avait dit la tomate avec les choux. J'avais fait des choux-fleurs, mais vous voyez les alstices, ils m'ont bien réglé leurs problèmes. Voilà, il n'y en a plus là. Et du coup, oui, alors là, ça c'est une betterave.
J'essaie de maximiser. Donc là, il y a un rang de betterave que j'ai planqué en dessous. Le betterave, en général, je la mets dès que j'ai un bout de place avec un peu de soleil, un peu d'ombre, un peu de tout, ce qu'il faut, bah, je l'installe. Là-bas, on a 2 pieds de tomates, un basilic qui s'est fait complètement manger, 2 pieds de tomates et un basilic qui a l'air de survivre. Après, par alternance, j'ai planté des côtes de blettes, des choux de Milan, là encore une côte de blettes, et entre ces espaces, j'y ai mis des salades. Parce qu'avant que tout ça devienne aussi gros que ça, voire plus imposant, les salades, je les aurais récoltées. Et évidemment, là, vous allez me dire, mais c'est le deuxième exemple qui est tout bête, mais je plante plus. Là, actuellement, j'ai 12 choux de Milan de plantés, sachant qu'il y en a un qui devrait ne jamais pousser, vu la tête qu'il fait. J'ai 12 pieds de côte de blettes, donc largement assez, et 27 pieds de salade. Je ne vais pas manger ces 27 pieds de salade. Je vais en manger une partie, ça c'est sûr. Je vais avoir le plaisir d'en donner à ma maman, à ma belle famille, quand ils viendront à la maison. Partager avec mes voisins, éventuellement leur faire goûter ce qui pousse dans mon jardin. Partager, changer, mais les salades, tout et pour tout dans tout le jardin, j'ai dû en planter une soixantaine. Les raisons sont multiples. La première, c'est que ça me fait de la biomasse, une bonne biomasse. Et deuxièmement, ça me fait aussi des plantes martyrs que j'éparpille à droite à gauche pour les limaces, pour les personnes qui seraient intéressées par ces feuilles de salade.